Bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast qui a décidé de faire sens, celui dont on ne prononce pas le nom. Vous allez comprendre, on va débriefer le critérium du Dauphiné. Quels enseignements tirer avant le Tour de France? Et puis bien sûr, on fera une deuxième partie sur notre ami Romain Bardet qui a pris sa retraite officiellement tout à l'heure. On va poser cette question, on va se poser cette question. Quelle place a-t-il dans l'histoire du cyclisme français? Plutôt récent, on va dire, parce qu'on va éviter de comparer avec les anciens. Mais voilà, on a envie de savoir où est-ce que vous le placez, quelle est votre affection pour Romain Bardet. Et puis on va poser la question à, bien sûr, Thib qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Thib, ça va? Bonsoir Johan et bonsoir à tous. Et bonsoir le Ratagaz. Ah oui, il y a du monde évidemment, on a des bonsoirs dans le chat. Nous avons Samuel qui est de retour, qui est peut-être celui qui a la meilleure déco de tout Ça déraille. Franchement, il y a tout ce qu'il faut derrière, non, mais c'est somptueux, franchement, c'est magnifique. Mais bonsoir Johan, bonsoir la team, bonsoir à tout le monde. Et écoutez, merci pour ce beau compliment d'entrée sur mon petit décor. Ça fait plaisir, merci. Ouais, bah écoute, moi j'ai une... Alors on voit à peine avec le reflet. J'essaye de mettre aussi un petit peu de vélo chez moi, mais bon, c'est pas non plus. Si je fais ça, Madame me tue, ça c'est sûr. Malheureusement, sinon on aurait une foule d'écho évidemment de vélo, mais un jour ça viendra si on a des studios et tout. Enfin, c'est la folie. Épisode un peu particulier, vous allez l'entendre. Puisqu'on va débriefer un critérium du Dauphiné assez particulier. On enchaînera, en plus on n'attaque pas bien sûr. Il y a pas mal de choses à dire à côté, surtout nos Français qui brillent un petit peu partout. Il y aura du Paul Sexas évidemment, il y aura du Remco, il y aura de tout. Ou presque. C'est parti pour le tempo. T'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Et donc le critérium du Dauphiné 2025 qui vient de se terminer avec la victoire de Jonas Vingegaard. 3 victoires d'étape en plus en prime, ce qui est plutôt pas mal. On l'avait d'ailleurs perdu sur Paris-Nice, hein, le Danois, une chute. Hein. Finalement, il est revenu sur le Dauphiné. Et voilà, il est revenu en patron. Je ne sais pas si on devait en douter, mais en tout cas, il a retrouvé des couleurs directes. Trouver des couleurs directes, ouais. 1 minute 41 sur Florian Lipovitz, un peu comme prévu, j'ai envie de te dire. Il vole au-dessus de la concurrence, hein, très clairement, et il y a absolument aucun coureur au monde qui ne peut le titiller. Non, mais ce qui est fou, Thib, c'est que voilà, on avait des doutes quand même. Il n'avait pas couru depuis un petit moment. On sait qu'il y avait de l'adversité. Remco était là, Florian Lipovitz aussi, et Vingegaard, voilà. Premier jour, déjà, première attaque. Il a tout de suite montré qu'il était un grand patron du circuit. C'est fantastique quand même ce qu'on a vécu sur le critérium du Dauphiné. Non, il n'y avait pas de doute. On a vu, il s'est entraîné. Il y a la chute qui a un peu retardé le tout et qui a fait qu'il a un manque de compétition. Mais les entraînements, il les a poncés depuis octobre. On l'a vu dans la communication d'Evisma Leasebike qui veut être là pour le Tour, pour son grand rendez-vous. Visiblement, il le sera. Ouais. Et c'est de bon augure. Bon. Maintenant, voilà. C'est le favori en tout cas. Enfin, sur le papier après ça, je vous poserai la question quand même. Samuel, est-ce qu'on doutait de sa faculté à revenir à ce niveau, Jonas Vingegaard? Parce que quand même, il a eu des difficultés. L'année dernière, déjà, une préparation tronquée. Là, encore une chute. Il avait un petit peu disparu. On avait vu aussi des prémices pas très bons, on va dire. On va pas se mentir pour Jonas Vingegaard. Et finalement, bam, il est revenu à un niveau plus que correct, évidemment. Non, ouais, effectivement, à part ce protocole commotion, je suis resté sur le rugby, moi. À part cette commotion cérébrale qui est arrivée pendant Paris-Nice, sinon, non, franchement, pas trop de problèmes. Même au Tour d'Algarve, déjà en début de saison, il avait un petit peu rassuré en gagnant le chrono. Là, on le voit, il est clairement monté en puissance, il a dû bouffer du col, bouffer de la montagne. Et non, voilà, un classement général, du coup, son deuxième Dauphiné qu'il lève. Ah oui. Depuis le début de sa carrière, c'est complètement logique. En plus, avec un joli coup d'éclat sur la première étape où il va suivre Van Der Poel, finalement. Taper Van Der Poel au sprint, c'est fantastique de taper Van Der Poel au sprint. Franchement, on l'avait pas vu venir. Bah ouais, exactement. Pourquoi il va pas sur Milan-San Remo, quoi, maintenant? C'est peut-être la suite logique des choses. Mais d'ailleurs, je me pose la question parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent des coureurs de grand tour aller directement sur les classiques. C'est assez rare. Et c'est vrai que Jonas Vingegaard pourrait, pourquoi pas, avec ce qu'on a vu, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'aller faire, je sais pas, même aller jusqu'à Paris-Roubaix. On n'a jamais vu ça. Donc ça qui est un peu particulier. Mais bon, peut-être dans les prochaines années. Rassurer aussi par rapport à son équipe, peut-être Samuel, parce que c'est vrai que la Visma Leasebike, il y a une grosse équipe, c'est vrai, mais on a vu
peu d'emprise sur le peloton ces derniers temps. Là, on a vu quand même un très très bon Jorgenson, mais ça, on n'en doutait pas. Tulette aussi, qui arrivait un petit peu de nulle part, on va dire en montagne. On va peut-être me reprendre, mais bon, on ne s'attendait pas aussi haut niveau. Non, il y a aussi une équipe qui l'a bien entouré. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on s'était habitué à des garçons il y a quelques années comme des Van Hooijdonk, des Laporte, qui ont clairement bien laissé la place à des garçons comme Jorgenson, qui vraiment est en train de monter dans la hiérarchie des meilleurs coureurs mondiaux, et un Ben Tulette qui pour moi aussi, tu l'as très justement cité, est une très très belle surprise sur ce Dauphiné. Je l'attendais clairement pas à ce niveau, mais bon voilà, maintenant je pense qu'on va le voir lui aussi sur la grande boucle. Et ouais, du coup, ben, une Jumbo-Visma, une Jumbo-Visma, je remonte à 2023, l'année où il dominait tout le temps, partout. Là, clairement, on s'y dirige. 2025 is the new 2023. L'année quand même où Sepkus avait quand même, on va se le dire, un meilleur niveau. Là, le voir récupérer un peu de couleur, c'est, on va dire, rassurant. Mais néanmoins, le niveau affiché n'est pas celui d'un Sepkus qu'on attendrait à son prime, mais surtout d'une grande aide sur le Tour de France. Il a quand même un peu baissé dans cette hiérarchie de la Visma Lease the Bike. Et est-ce que on l'utilisera comme on l'a utilisé sur ce Dauphiné? On peut se poser la question parce que moi, je me pose vraiment de son utilité dans la montagne sur le Tour de France. Avant, il passait pas un pont d'autoroute. Enfin, c'est pendant un petit moment, vraiment, Sepkus, il avait disparu de la circulation. Là, ça va un petit peu mieux, mais d'ailleurs, on a vu toute l'équipe d'ailleurs qui a repris un petit peu des couleurs. Donc, c'est vrai qu'il y a eu en tout cas un entraînement qui a bien fonctionné. Ça va un petit peu mieux, ouais, mais ça a bien fonctionné quand même, mine de rien. Et Tulette, ouais, franchement, il fait des trucs de fou, alors que franchement, j'ai jamais vu grimper comme ça. Déjà, c'est bon signe avant le Tour de France. Ouais, mais on va pas se mentir. Sepkus, aujourd'hui, dans cette échappée, tu le prends en 2023, il aimablement leur torche le cul. Ah, bon. Il y a même dans le chat Renan Prévost. Vas-y. Souvenez-vous en 2021, l'étape qui va claquer en Andorre, c'est ça, clairement. Je crois qu'il était, si je dis pas de bêtises, il était contre Valverde, qui est pas n'importe qui non plus. Et il va récupérer l'étape haut la main. Un Sepkus d'avant 2024 aurait clairement fait une bien meilleure course. Et effectivement, aujourd'hui, est-ce qu'il est, entre guillemets, encore utile? En tout cas, il avait le niveau de meilleur équipier. Hein. C'était un peu comme ça qu'on le voyait au monde, évidemment, avant de devenir le leader sur la Vuelta un petit peu plus tard. Par défaut évidemment. On a vu aussi ce duel entre Vingegaard et Remco Evenepoel annoncé avant la course. Déjà, on a vu Vingegaard marquer son territoire, première étape, ça c'est sûr, mais surtout sur le chrono, parce que finalement, on sait que Remco va très vite, mais on attendait quand même à ce qu'il fasse un peu d'écart, c'est ce qui pourrait lui être profitable ensuite dans la montagne, mais il n'y en a pas eu beaucoup, donc c'est là où cet écart se réduit, c'est pas forcément bon signe pour le Belge pour la suite. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, de ce chrono qui a été quand même assez intéressant à décrypter. Bah oui, après Remco Evenepoel reste le meilleur coureur du monde. C'est un chrono qui, de par les conditions climatiques et ce vent défavorable, favorisait les coureurs aérodynamiques comme Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Mais Remco Evenepoel reste le coureur avec le meilleur CDA au monde, coefficient aérodynamique de pénétration dans l'air. Donc il devait avoir l'ascendant. Et Vingegaard, c'est vrai, a bien lutté face aux Belges, d'autant plus qu'on l'a vu en fin de parcours. Après ce Val d'Enfer, Vingegaard avait pas forcément la bonne taille de braquet. C'était un choix personnel de sa part mauvais, mais avec un meilleur braquet, honnêtement, il aurait pu être encore plus proche de Remco Evenepoel. Dans le chat, Yann0602 nous parle aucun signe de souffrance de Pogastron. Je vois pas de coureur dont il parle. On aura peut-être la réponse plus tard. Enfin bref. Favori pour toi, Tim, du Tour de France, Vingegaard? Logique. On va parler de Remco évidemment derrière, puisque c'est le grand adversaire. Je me demande, il y a quand même des armadas en face. On va avoir ce quid de Primoz Roglic qui prépare dans son coin un peu ce Tour de France, même si on va raison garder, Primoz Roglic n'est plus le Primoz Roglic qu'on a connu à son prime. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand même cet effectif Emireti
avec, certes, on ne l'a pas vu aujourd'hui, il a perdu potentiellement le général du Tour de Suisse, mais un Joao Almeida qui a montré Ouais. qu'il était dans les 3 meilleurs grimpeurs cette année. Donc, à voir sur les prochaines étapes de montagne la forme du Portugais. Mais pour moi, c'est un candidat très clair au podium de ce Tour de France et peut-être à une très belle deuxième place, voire peut-être mieux, je ne sais pas. Ah, mais on parlera de Roglic parce que Roglic-Lipovic, ça rime presque. Il y a peut-être un duel aussi. On en parlera après derrière. Samuel, favori ou pas sur le papier? Oui, favori, du coup, bien sûr favori, d'autant que on avait un petit doute parce que bon, moi c'est mon grand regret, c'est-à-dire que avant on voyait les champions courir beaucoup plus en cours de préparation avant le Tour de France. Aujourd'hui, on l'a quasiment pas vu cette année, le Jonas. Et donc, je me dis qu'il doit être réglé comme une horloge, que du coup, le pic de forme est vraiment programmé pour peut-être pas directement le 5 juillet, mais peut-être aux alentours du 10 juillet quand la montagne va arriver. Et donc, voilà, c'est rassurant. Là, on l'a vu extrêmement fort, on l'a vu puissant. Et donc, je me dis que quand il sera en pleine possession de ses moyens au moment de son pic de forme, ça devrait le faire, d'autant que je pense qu'il reste quand même meilleur que Remco en montagne. Évidemment, on parle beaucoup de Jonas Vingegaard, mais son adversaire, qui était aussi sur le Dauphiné, c'est Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, voilà, on l'a vu. On regarde le classement. Il arrive, franchement, à arracher le podium. Mais bon, il a été quand même devancé par notamment Florian Lipovic. Question qu'on se pose, que j'ai posée aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça. Remco, au bout d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas un plafond ? Est-ce qu'on se dit ça va être difficile de remporter le Tour de France ? Qu'est-ce que tu en penses, Steve, de ça ? Attention, Remco Evenepoel, on se C'est souvient vrai ? l'année dernière, son critérium du Dauphiné, il a quand même récupéré beaucoup de pourcentage au départ du Tour de France. On le voit, il est quand même affûté, mais il peut encore plus s'affûter. Et il a une première semaine jusqu'à la 9e étape qui est taillée pour lui. Donc il peut potentiellement gagner du temps. On l'a vu sur ce critérium du Dauphiné, en fait. Là où Remco a été un peu plus décevant, c'était potentiellement en montagne. Donc c'est là où il a du gap à récupérer. Il va le récupérer en partant en stage directement après ce Dauphiné. Et cette première semaine, bah, elle est à l'image en fait de ce départ de Dauphiné où Remco Evenepoel a répondu présent et il aura un terrain à sa mesure, un terrain qui répond à son tempérament. Donc non, je m'en fais pas non plus trop pour Remco Evenepoel. Ah, tu t'en fais pas. Parce que c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des moments importants en haute montagne, on a l'impression que voilà, il monte à son rythme, évidemment, mais il y a toujours un petit quelque chose. Là, il y a aussi ce pollen qui l'a embêté, cette chute qui l'a embêté, évidemment. Mais quand même, pour remporter le Tour de France, il faut avoir un niveau en montagne encore un peu meilleur, surtout face à la concurrence actuelle. Samuel, toi, est-ce que tu crois encore au fait que Remco Evenepoel puisse remporter un jour le Tour de France ? Il a encore le temps, évidemment, mais on a l'impression qu'il y a un petit plafond et qu'on ne le voit pas passer ce step. Bon, Thibaut me dit l'inverse, mais bon. Ouais, j'y crois quand même encore, parce que de toute façon, un crack générationnel comme celui-ci, je pense que ça a toujours des coups dans sa botte. Par contre, ça, je l'avais tweeté sous un de vos tweets. Pour moi, Remco a clairement atteint un plafond le jour où il a décidé de se mettre à la coupe de cheveux militaire et qu'il a raté sa coupe de cheveux de BG. Pour moi, il y a clairement eu un avant, un après. Il s'est mis à plus se blesser, etc., etc. Donc, blague à part, non, je pense quand même que en fait, je n'arrive pas forcément encore à savoir trop où est-ce qu'il pourrait s'arrêter, même si aujourd'hui il a 25 ans et on commence à percevoir quand même certaines limites. Mais je me dis par exemple que il y a une trentaine d'années, il y avait un mec qui avait peut-être les mêmes caractéristiques que lui, Miguel Indurain, qui était capable d'exploser la concurrence dans des chronos et donc de limiter la casse en montagne sans forcément attaquer outre mesure. Et je me dis pourquoi ce serait pas forcément un jour le cas pour Evenepoel. D'ailleurs, dans le chat, Jackie Bosberg, qu'on salue évidemment, un ami de Sadera, il dit il faudrait revenir à des contre-la-montre longs. Alors, c'est pas forcément pour l'instant dans les tuyaux, mais bon, en fait, tout peut changer. Attention, le cyclisme, ça change tout le temps. Mais oui, c'est vrai qu'il faudrait ce genre de chrono parce que là, il pourrait récupérer un peu plus de temps. Après,
C'est simple, c'est que si on voit un moment qu'il y ait trop d'écart par rapport notamment à Vingegaard, peut-être qu'on va rajouter un peu de chrono pour avoir un peu de suspense, surtout qu'il y a des Français qui marchent pas mal. C'est en fait, Remco Evenepoel est comme certains coureurs, il est parfois né peut-être un peu trop tôt, ou du moins pour lui un peu trop tard, puisque ça aurait été un profil parfait à l'époque de la Sky, où il aurait été dans cette équipe Sky Ineos. Honnêtement, il collait à la philosophie de l'équipe en termes de classement généraux et il aurait pu s'exprimer face à une génération qui n'est pas composée d'aliens, où ça aurait été lui l'alien principal. Bradley Wiggins, par exemple, on peut prendre la comparaison. On va faire la comparaison. Bradley Wiggins, Remco, à ce moment-là, avec les mêmes capacités qu'il a actuellement, typiquement, on y est. Je pense que Remco, t'es à la pédale, Bradley Wiggins, peut-être pas dans les chronos, ou en tout cas, il y a grand match, mais dans la montagne, si, en fait. C'est un peu ça que tu veux dire. Oui, exact. Voilà. Déception ou pas du coup finalement pour lui, pour le Dauphiné, pour cette semaine? Pour vous, c'est une déception ou c'est juste un moment de préparation? Attention, il y a des coureurs qui ont différentes préparations. Samuel, déception, non? Pas vraiment sur ce Dauphiné? Non, Okay. Parce que l'an dernier, son Dauphiné, c'était encore plus mal passé, entre guillemets. On va partir du principe que ça s'est mal passé parce qu'il ne le remporte pas. Mais l'an dernier, ça se passe vraiment pas de la même manière. Et au final, sur le Tour de France, son podium, il a été le chercher, il a remporté son étape. Donc non, franchement, non, c'est pas forcément. Pour moi, c'est à toute proportion gardée, c'est pas forcément une déception, non. Je vais même te citer un comparatif. Alors, vas-y, cite-moi. Un coureur qui plaît énormément du côté de vélo flûté, c'est Enric Mas. J'adore. Enric Mas, est-ce que tu as déjà vu un Enric Mas performant au mois de juin? Et pourtant, ça ne l'empêche pas d'être présent au mois de juillet et de empiler un peu sa forme pour arriver à son momentum de la saison. Remco Evenepoel, c'est pareil, c'est un coureur qui sait se préparer et qui doit se préparer spécifiquement pour des événements, et dans ces événements, il est là et il répond à 100%. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera au rendez-vous sur le Tour de France. L'année dernière, il nous l'a prouvé, il n'y a pas de raison que cette année, il ne nous le prouve pas. Par contre, il y a quand même un pattern avec Remco Evenepoel, c'est que dès qu'il est sur la descendante, jamais tu vas le voir remonter la pente. Et là, il y a un moment d'inquiétude. Donc si sur le Tour de France, il se prend un coup derrière la tête, mais un coup derrière la tête physiquement, il y a des probabilités quand même que derrière, ça réponde plus présent. Est-ce que tu as l'impression qu'il a une forme logique, finalement, une forme à peu près normale, finalement, Remco Evenepoel, comme tous les coureurs, oui. quoi, un peu. Enfin, exactement. Par contre, on vient de comparer Mas et Evenepoel. Ouais, justement. C'est passé ça. Ouais, Enric Mas vs Remco. Alors, on adore Enric Mas ici, vous savez, on adore ce coureur. Mais on me dit, il est surtout fort à Vuelta ou pour les deuxièmes places. C'est vrai que dès qu'il passe derrière un coureur, dès qu'il est plus en tête, il est vraiment très fort. On l'a encore vu sur le Critérium du Dauphiné, se faire taper par Lenny Martinez, ce pauvre. Mais est-ce que tu l'as vu aussi dégueulasse sur le Dauphiné, sur le Tour de France? Jamais. Jamais. Donc la comparaison, elle est là-dessus. C'est que la vérité du Dauphiné n'est rarement celle du Tour de France pour des coureurs qui savent se préparer spécifiquement et qui, eux, n'ont pas un pic de forme qui dure 12 mois de l'année. Non, mais surtout, moi, je l'ai mis comme l'adversaire de Remco et Vingegaard. Donc voilà, bon. Je me suis encore trompé, mais bon, est-ce que c'est la première fois? Je ne crois pas. Par contre, un adversaire, il y en a qui l'ont vu. Je vous le dirai tout à l'heure dans les paris de Dauphiné, quand on fera le débrief. Lipovic de la Bora Hansgrohe qui a été hyper performant, qui est devant Remco, sur le podium de ce critérium du Dauphiné. Maintenant, la question, Lipovic, ça y est, on sent que maintenant il progresse. On sent qu'il arrive à un niveau qui lui permet en tout cas de pouvoir lutter avec les meilleurs sur une semaine, ça c'est sûr. Maintenant, la question est de se poser sur 3 semaines ce qu'il en est. Et la question est, Lipovic peut-être la solution numéro 1 sur le Tour. Samuel, je vais te poser la question. Est-ce que ça peut être la solution numéro 1 quand on sait que Roglic a certes quitté le Giro un peu plus tôt, on ne sait pas trop son état de forme, est-ce qu'il sera prêt à ce moment-là? Moi, c'est la question que je me suis posée quand je le voyais être bien, attaquer un Remco. Voilà, on parle quand même de très très lourd là.
Bah, on nage un peu à nos troubles, je trouve, parce que justement, on a une croisée des chemins où en fait, on découvre Lipovic, on l'avait découvert l'an dernier, très très performant avant le Giro et pendant le Giro. Aujourd'hui, on voit qu'il est capable de jouer sa carte, mais comme tu dis, dans l'équipe, il reste quand même Primoz Roglic qui est quand même voilà le leader. Jusqu'à maintenant incontesté de la Red Bull Bora. Donc, quel va être le plan de l'écurie allemande? Je sais pas trop, mais c'est sûr que ben là, je pense que tous ceux qui ont regardé le Dauphiné auront envie de voir Lipovic à l'attaque et jouer les premiers rôles. Après, est-ce que la ferveur populaire a un impact dans la tactique de l'équipe? Ça, je sais pas. Mais toujours est-il que oui, il a montré de belles choses. Alors pourquoi pas le tenter après tout? Parce que de toute manière, Roglic, c'est soit blanc, soit noir. Donc, on n'est pas à l'abri de le voir faire une énorme cagade au bout de quelques jours. Donc, il faut préparer une seconde carte, à mon avis. Pourquoi pas deux leaders? Je pense que Ouais, moi, si leader, je suis à la place des directeurs sportifs de la Bora, je me dis, bon, Roglic, ils le savent mieux que nous parce qu'ils l'ont à l'entraînement en me disant, bon voilà, vous partez tous les deux sur la ligne et puis on verra bien comment ça se passe, même si bon, Roglic a souvent été embêté avec ça. Thibaut, ton analyse là-dessus, Lipovic, cette progression et le fait qu'il pourrait être leader, pourquoi pas, du Tour de France? Ça dépend essentiellement de la condition et de la récupération de la chute de Primoz Roglic. On l'a vu sur le Giro avec Giulio Pedizari. Giulio Pedizari a toujours été un peu dans le coup, mais a perdu un peu de temps de par la présence et son travail pour Primoz Roglic. Ce sera la même problématique avec Florian Lipovic. Tant que Primoz Roglic sera dans le jeu, il sera totalement bridé. Il va perdre une petite poignée de temps et là où il pourra récupérer, c'est s'il est un peu libéré de l'étreinte du Slovène. Donc j'ai quand même du mal à y croire. Et bien voilà, on a fait le tour pour Lipovic parce que je voulais parler de nos amis français juste au général. Voilà, on note, il faut le noter, la belle performance de Tobias Johannessen. Je crois qu'on l'avait pas vu à ce niveau depuis très très longtemps, voire si on l'avait vu à ce niveau une première fois. Puisqu'il avait vraiment montré de belles choses dans ses jeunes années. Il avait un peu plafonné, le voilà un petit peu de retour, quatrième donc de ce critérium du Dauphiné. Bourman aussi, voilà, on parle des revenants un petit peu, enfin, même si bon, c'est moins flagrant, mais Bourman qui est dans le top 10, voilà. Plutôt pas mal pour l'Allemand. Voilà ce que j'ai noté. Après, il y a Mathis Rondet, Jordan Jagat et tout. Mais ça, on va en parler tout de suite puisqu'on va parler des Français. Et le premier au classement général, celui qui éblouit tous les supporters français, c'est la nouvelle coqueluche, évidemment, des observateurs, de nous aussi, évidemment. On a envie de voir jusqu'où il peut aller, Paul Sexas, 18 ans seulement, 8e du général, mais il a chuté lors de la dernière étape. Il a reculé un petit peu, il n'aurait pas pu rester autour du top 5. Donc Paul Sexas, vraiment, premier test chez les grands, Thib. Premier test réussi, je pense. Enfin, en tout cas, sur le papier. Plus que réussi. Un test concluant. On a fait confiance à Paul Sexas, un petit jeune de 18 ans qui vient juste de monter des juniors. On l'a aligné, on a osé l'aligner sur ce critérium du Dauphiné. On l'a enlevé du Giro Next Gen. Et bah pour le coup, enfin du PB Giro, pardon, pour le coup, le pari s'avère totalement gagnant. Paul Sexas gagne en expérience. Paul Sexas rentre dans la cour des grands et il rentre dans la cour des grands par la grande porte parce que il va chercher un résultat. Il est à une 8e place qui correspond potentiellement à sa place en début de Dauphiné. Honnêtement, au vu de la qualité des effectifs, de la start list, au vu de la qualité des leaders et de leurs coéquipiers, tu pouvais te dire, bon, Paul Sexas, c'est bien, c'est beau, mais à un moment, il faut peut-être être un peu plus réaliste. Un fond de top 10, voire un petit top 15, ça aurait été beaucoup plus réaliste. Il va chercher une 8e place, et une 8e place où, malheureusement, il a chuté malencontreusement dans cette dernière montée du plateau de Montseny, parce que sinon, honnêtement, la 6e place du général, il allait la garder. Donc voilà, le bilan est plus que positif pour Paul Sexas et il a rendez-vous clairement avec l'avenir. Ouais, c'est clair, hein, parce que Paul Sexas, surtout, il a été adopté par tous ses coéquipiers. On a vu Bruno Armira rouler pour lui, on a vu aussi Aurélien Paré-Pinte, quand même, mine de rien, que c'est pas n'importe qui est capable, pourquoi pas, d'être proche du top 10 sur ce genre de course par étape, surtout d'une semaine. Samuel, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, directement, tout le monde s'est mis au diapason. Les directeurs sportifs, managers ont dit, bon, maintenant c'est lui, on va le mettre leader sur le critérium du Dauphiné. On n'est pas sur le Tour de l'Ain ou autre. Enfin, c'est quand même
exceptionnel ce qu'ils ont fait. Tout le monde a dit, pas de problème, on y va. C'est qu'à mon avis, on doit voir que derrière, il y a quelque chose, mine de rien. Ouais, mais d'ailleurs, le Tour de l'Ain, c'est la prochaine étape, parce que si je dis pas de bêtises, ce sera sa prochaine course où il sera aligné. Mais pour revenir au Dauphiné, ouais, non, mais clairement, mais c'est exceptionnel. C'est clairement exceptionnel. C'est sa première grosse course. On va pas compter l'UAE Tour et le Tour des Alpes, c'est pas du World Tour, mais c'est sa première course énorme. Et le voir à ce niveau, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, on peut s'emballer. Ah, On peut s'emballer. Il y a, il y a vraiment tout le gratin mondial. Il Ouais, manque, il y a tout le monde là. il manque Il très manque peu de monde. Lambda. Il manque Lambda. Il te manque 2-3 mecs, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Paul Sexas est exceptionnel. non, mais on nous dit, on a fait un épisode. Est-ce qu'il faut s'enflammer pour Paul Sexas? On l'avait fait il y a pas très longtemps. On nous a dit, attention, les Français, vous savez, vous en faites toujours trop, etc. On avait rétorqué, n'empêche que pour Remco, depuis ses premiers tours de roue, on était déjà en mode, ah, c'est exceptionnel, etc. Là, on va pouvoir commencer à s'enflammer un petit peu. 18 ans, il fait quand même top 10 du critérium du Dauphiné. On a le droit quand même de se dire que même en comparant avec les meilleurs à cette époque-là, c'était quand même, voilà, c'est costaud maintenant. Est-ce que c'est déjà notre futur vainqueur de Grand Tour? Ça, c'est une autre question, mais déjà, question aussi, est-ce qu'il maintenant il est déjà devant Martinez, surtout Lenny Martinez, qui est quand même jeune, Tib, et finalement, on a l'impression qu'il a été totalement éclipsé, même s'il gagne le dernier jour, mais par Paul Sexas, qui est devenu maintenant le numéro 1 dans le cœur des supporters français. Bien sûr, il nous l'a montré. Il est beaucoup plus complet. Il est meilleur en montagne, on va pas se mentir, qu'un Lenny Martinez. Il a potentiellement une fenêtre d'amélioration qui est beaucoup plus grande. Maintenant, il y a quand même quelques points. Moi, je m'enflammerai pas pour la simple et bonne raison qu'il y a une génération d'aliens et pour lutter contre, faudra attendre que bah, potentiellement ils disparaissent ou au moins qu'ils soient sur le déclin. Et puis il y a cette pression du monde professionnel, hein. On parle d'un petit de 18 ans. Attention aussi à ce que bah, la cocotte minute n'explose pas, hein, parce que la pression La Carlos mentale, Alcaraz, un peu. elle est énorme, hein. On l'a vu, hein. Il y a beaucoup de coureurs qui arrêtent leur carrière très vite. Il y en a d'autres, dès le moindre coup derrière la tête, bah, ça régresse et c'est plus présent. Donc, faut peut-être un peu tempérer. Moi, je le tempère de mon côté. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on puisse s'enflammer parce que dans Paul Sexas, il y a sexe et il y a quoi se foutre à poil. Alors là, c'est bien dit, mais surtout, on lui demande pas grand-chose à Paul. Franchement, on te demande pas grand-chose, et je te le dis. Une course par étape World Tour, déjà, tu as fait mieux que quasiment tous les Français depuis maintenant 20 piges. C'est ça qui est exceptionnel. Voilà. Et le compte à rebours a commencé, parce qu'il va être leader sur le Tour de Guangxi aussi, normalement, en théorie. Alors, donc, peut-être que... Si on efface les tablettes Christophe Moreau pour le Tour de Guangxi, alors là, je peux te dire, bon, on fanfaronnera pas. On n'ira pas sur les Champs-Élysées. Par contre, une petite Vuelta, un petit Giro, non, c'est vrai que bon, le grand public va vouloir de Paul Sexas sur le Tour de France. C'est pas prévu pour cette année, évidemment, même s'il a fait un très bon critérium du Dauphiné. La direction sportive a répété non, ce ne sera pas le cas. Même la Vuelta, on reprend ça l'année prochaine. Ils font comme ils veulent. Mais voilà, il va falloir attendre pour le voir, notamment sur le Tour de France, mais on ne lui demande pas non plus énormément. Samuel, juste pour t'entendre sur Paul Sexas, toi, est-ce que c'est une question, est-ce qu'il faut vraiment s'enflammer? Parce que nous, on essaie de tempérer, parce que souvent, on en fait beaucoup trop sur tous les jeunes cracks, et c'est tous les futurs Bernard Hinault, mais est-ce que vraiment, là, on a le droit quand même de commencer à avoir une petite étincelle, de mettre le feu tranquillement? Clairement, cette performance, oui, elle nous vend de l'espoir, mais après, de toute façon, moi, je pars du principe du moment où l'équipe fait bien les choses et où les étapes ne sont pas grillées, je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Enfin, il va monter, c'est comme un escalier, marche après marche, quoi. Donc là, on l'a vu, il devait être aligné sur le Baby Giro, il n'y est pas, et tant mieux, parce que de toute façon, ça aurait faussé la concurrence. Il va sur une course qui est du coup plus à son niveau, ou du moins à son niveau réel. C'est là où il devait être. Il devait pas être ailleurs que sur une course World Tour cette semaine. Donc moi, je pense que si les choses sont bien faites, que l'équipe prend son temps, que lui a confiance en l'équipe qu'il y a un accord mutuel entre les deux parties pour prendre le temps et bien travailler année après année, je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir une très très grosse course remportée à la clé. Je vois clairement pas pourquoi.
Et surtout, Après, on ne va pas le comparer à Bernard Hinault, parce que non, si c'est évidemment. comme avec les nouveaux Zidane dans le football, Il y en a ça va lui beaucoup. porter malheur. Mais non, pourquoi pas faire une carrière, pourquoi pas à la Paul Sexas, tout simplement. C'est vrai que c'est tout ce qu'on lui souhaite, faire une carrière à la Paul Sexas. Et ce qui est aussi intéressant, parce que je l'avais mis dans En attaque pas, c'est que Decathlon est en train d'essayer de grandir aussi. Et ça aussi, c'est intéressant parce que on imaginait, en tout cas ces dernières années, un vainqueur français que dans une équipe étrangère. Et c'est peut-être pas le cas, puisqu'ils sont en train d'essayer de grandir. On a vu les rumeurs avec L'Oréal finalement a démenti. Voilà, Decathlon qui a quand même envie de gagner un grand tour, c'est un petit peu leur objectif. Voilà. Pourquoi pas avec Paul Sexas pour pouvoir l'entourer. Pour l'instant, c'est plus les sprints. Ouais, il a une belle crinière bouclée si jamais L'Oréal venait Ah oui, se mettre sur le marché. Toi, vous êtes très coiffure aujourd'hui. Moi, on a eu la coupe de Remco, la coupe de Paul Sexas. Je ne sais pas si on a des coiffeurs dans le chat, mais dites-nous si vous appréciez bien sûr ces coiffures. On va prendre pêle-mêle tout ce qui s'est passé un petit peu dans le Dauphiné pour ensuite passer à autre chose. Les points abordés, j'ai noté Van Der Poel et Jonathan Milan aussi, où j'ai vu qu'il avait quand même quelques difficultés à enchaîner. Voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. C'est le moment de prendre le micro. Tim, tu as un truc, voilà, j'ai mis quelques points, mais tu peux prendre ce que tu veux, évidemment, comme d'habitude. Bah, honnêtement, c'est cette manière, peut-être cette façon de miser hein, des Lidl Trek. Hein, et c'est Julien Bernard qui l'expliquait magnifiquement sur son Discord, c'est que certes, des fois ça payera pas, mais quand tu as un Jonathan Milan qui est là, que tu sais qu'il va être là dans l'emballage final, bah, tu as 95% de chance, et c'est ces mots, de gagner. Donc ça explique aussi pourquoi des fois on fait un all-in du côté d'un sprinter où tu sais qu'il va être en difficulté, où tu sais que tu vas devoir cravacher, mais au final ça paye. Bon, ça n'a pas tout le temps payé sur ce Dauphiné, mais ils sont quand même allés chercher quelques étapes, et sur la dernière occasion ils se sont un peu fait piéger. Mais bon, c'est le jeu. Non, mais il y a quelque chose aussi, c'est que Jonathan Milan a été battu dans une étape où il est revenu encore une fois, donc il a été en difficulté. La question que je me pose, c'est de savoir, parce que le Tour de France, c'est tout le temps comme ça. Là, on est qu'au critérium du Dauphiné. Est-ce que tu crains pas le fait que l'enchaînement est plus difficile? Personnellement, c'est ce que je pense. Est plus difficile sur le Tour de France que sur le Giro, où souvent il y a des bonnes étapes, bien plates, bien chiantes, mais bon, on sait qu'au bout, ça va être quelque chose d'intéressant, ça va être un feu d'artifice pour les sprinteurs, c'est pour ça qu'ils y vont. Là, sur le Tour de France, quand même, c'est souvent, on laisse beaucoup d'énergie. Là, j'ai vu sur le sprint en mode attention, parce que le Tour de France, il faut enchaîner. Jonathan Milan, c'est le momentum de son timing dans les sprints. Maintenant, en fait, moi, mon inquiétude, c'est pas l'enchaînement des courses et des jours de course, ça va plutôt être l'enchaînement des difficultés, où on l'a vu, malheureusement, il les enchaîne peut-être un peu moins bien qu'en début de saison, que sur ses saisons précédentes. Donc, il a peut-être axé peut-être un peu plus son sprint par rapport aux montées. Et là, il y a un signe d'inquiétude parce qu'en fait, son grand rendez-vous, ce sera la première étape avec ce maillot jaune. Mais sur la première semaine, il nous a prouvé que sur des étapes sur lesquelles il pouvait prétendre en début de saison, potentiellement, on peut le rayer de la liste. Ok, bon, très bien. Tu es confiant pour Jonathan Milan, quand même, mine de rien, sur le Tour de France. C'est un peu le résumé. Ah, il a un train sur les sprints massifs, honnêtement. On le sait, il a un adversaire principal, c'est Tim Merlier. Donc, ils vont se tirer la bourre sur ce championnat du monde des sprinteurs qui est le Tour de France. Mais c'est vrai que sur certaines étapes sur lesquelles il pouvait prétendre qui étaient peut-être un peu plus difficiles et où là, Tim Merlier aurait peut-être été un peu plus en difficulté, Jonathan Milan aurait été un candidat assez crédible. Et maintenant, honnêtement, il a baissé dans la hiérarchie, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'équipe pour Remco Evenepoel, qui va être encore problématique sur le Tour de France. On l'a vu sur le Dauphiné. Souvent, il est clairement esselé, personne pour l'aider, même si là sur le Dauphiné il avait une équipe quand même amoindrie, mais bon, ça va aussi lui porter préjudice par rapport à Jonas Vingegaard notamment. Samuel, Van Der Poel peut-être, on a apprécié cette semaine sur le critérium du Dauphiné, mine de rien, c'était plutôt pas mal, il était à l'attaque, il a essayé dès le premier jour, c'est le Mathieu Van Der Poel qu'on a envie de voir, et en plus rassurant après sa fracture du scaphoïde il y a quelques semaines en VTT.
Exactement, c'est le Mathieu Van Der Poel qu'on a envie de voir, tu le dis très justement, parce que moi, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, notamment après le chrono, c'est on a la confirmation que Van Der Poel choisit clairement ses Ouais, courses, parce que j'ai le souvenir de Tirreno Adriatico en début de saison, où un chrono, il l'avait absolument pas fait à fond, il avait limite faussé les données sur un chrono tout plat sur lequel il avait son mot à dire, et donc en fait, on a clairement la confirmation qu'il choisit vraiment ses courses, mais bon, tant mieux si c'est pour être comme ça et attaquer jusqu'à la dernière étape comme aujourd'hui, enfin du moins attaquer, être à l'avant, bah, franchement, ouais, ça fait plaisir parce que même je pense que le sponsor Skoda doit être content parce que le maillot vert, ah ouais. on l'aura pas mal vu quand même cette semaine. Ouais, tout à fait. Et en plus, il a remporté la fin, évidemment. Si on fait le classement, je suis en train de regarder. Tirreno Adriatico, ouais, 140e, son chrono, première étape. 11 Voilà, km. voilà. Donc ça en dit long sur le bonhomme qui choisit clairement ce qu'il veut Ouais, faire. ouais. Mais bon, après, pareil, c'est Mathieu Van Der Poel qui le fait. Ah, en espérant Donc, qu'il. Après, ouais, c'est ça. On va souvent lui oui, mais reprocher de c'est pénible, choisir un c'est peu trop ses pénible, courses. c'est C'est pénible. peut-être pénible pour le suiveur, pour le fan, mais après tout, t'as beaucoup de coureurs qui courent après tous les lièvres et qui ne mettent pas la balle au fond. Lui, en général, quand il va pour un objectif, il y va à Bien fond sûr. et souvent, ça va au bout, quoi. Il réussit ce que beaucoup échouent Ouais. et échouent bien souvent. Ouais, non, Mathieu Van Der Poel, en espérant le voir comme ça sur le Tour de France pour qu'il prenne goût aux courses par étapes, même si là, cette fois-ci, il y aura Philipsen. Mais bon, si Philipsen n'est pas au fond, peut-être qu'il y aura un changement de stratégie pour aller chercher des victoires d'étapes sur le Tour de France. Ça, ce sera dans 3 semaines, 2 semaines, pardon. Un peu plus de 2 semaines maintenant. Alors, on a fait donc ce débrief du Critérium du Dauphiné, vous l'avez compris, un peu particulier, ce débrief. On a omis une personne. On va faire le vrai débrief, du coup, un vrai truc. Ça va être très rapide, hein. Alors, tu me réponds très vite. Tib, Pogacar, il a déjà gagné le Tour? Évidemment, Évidemment. Merci, Samuel. il y a pas de débat. Bonjour, oui. Merci. On va pouvoir passer maintenant. On n'attaque pas. C'était super. C'était le débrief du Dauphiné, très Attends, court. mais par Ouais. contre, j'aimerais revenir sur un point où j'avais dit, mais ce sera très bref, c'est que quand je dis que Almeida potentiellement pourrait être deuxième, je le pense très sincèrement. Je le prends très sincèrement pour un point. Tadej Pogacar a tellement mis la barre très haut que sur ces 2 premières semaines du Tour de France, il peut gagner énormément de temps par rapport à un Jonas Vingegaard. Et si c'est le cas, un Joao Almeida en 3e semaine peut jouer sa carte et peut essayer d'aller titiller le Danois. Et là, on peut avoir un petit duel, on va De dire, toute pour façon, cette plus deuxième rien place. n'étonne, hein. Cette dernière étape magnifique où il va aller chercher la 100e sur le Tour de France. Il est resté derrière son copain Vingegaard où il était à peu près à 20%. Régalade encore une fois, mais c'est pas grave parce qu'il y a autre chose que Critérium du Dauphiné. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le cyclisme à côté. Et heureusement. De Pierre Roland encore une fois. Personne ne réagit. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de choses. On a eu du bleu, blanc, rouge, du feu d'artifice. Il y a vraiment pas mal de discussions autour de ce qui se passe autour donc, du Dauphiné. Thib, de quoi veux-tu parler? Beaucoup de choses, on ne pourra pas tout dire. Ah bah allez, on va faire un melting pot avec les Français. Ah, On a voilà. Bleu, éclaboussé. blanc, rouge, ouais, Paul Et Sexas. Et en plus, ouais, à côté, voilà. ça gagne. Alors, ouais, il y a eu Paul Sexas du côté du Dauphiné. On a eu Paul Magnier qui nous gagne 2 Que courses des Pauls. d'affilée. Bon, la deuxième, honnêtement, allez, le petit calibrage de la photo finish, il est un peu discutable. Attends, mais je crois que c'est Bon, les mêmes on que prend. l'Amstel. Je crois que c'est les mêmes qu'à l'Amstel. Ils Ah, tournent un peu la caméra comme ils veulent, non? C'est ah, mais particulier. franchement, la photo finish, t'as envie de leur dire. Oui. Ouais, Bon, mais nous, pour une c'est fois que ça alors, marche, pour une fois que on c'est dans prend. notre sens. Donc on a eu Paul Ouais, Magnier, voilà, Paul c'est ça. Sexas et Paul Grégoire en plus. C'est magnifique. Donc Et on a puis, et puis le Tour de Suisse. Et le Tour de Suisse, honnêtement, mais c'est magnifique. De toute façon, à peu près toutes les courses. Non, Hier, mais nous, avec on Paul écrase Magnier, le la vélo. course, elle est partie dans tous les sens. C'était magnifique. Aujourd'hui, il y avait tout. Une start list sans alien. Putain, mais Dieu merci. Du coup, on a un parcours qui est excitant, des conditions climatiques qui sont apocalyptiques, tout pour que ça parte dans tous les sens et que ce soit agréable à voir. Parce que, bon Dieu, il y a la grande incertitude du sport. Et en plus, quand elle est française au bout, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais non, mais on écrase le vélo, hein. Enfin, un jour dans l'année, le 15 juin. Mais franchement, sinon, alors, franchement, c'est On incroyable. domine le monde. On On domine le domine le monde. C'est incroyable ce qu'on est en train de réaliser. Samuel, tu voulais parler de quoi? Ouais, parce qu'il a pris beaucoup de lignes là, Thib. Bon, Paul Magnier, tout simplement, après un Giro où il est passé complètement au travers, Ouais.
on peut parler d'un petit flop, mais même si bon, allez, c'était son premier grand tour, donc il a le droit aussi de se planter et de se casser les dents. Voilà, c'est génial, quoi. On vient de voir le mec qui bat Philipsen, il se fait plaisir sur des courses avec des pavés. Franchement, non, c'est kiffant, quoi. J'ai bien aimé Paul Magnier cette semaine et je pense qu'il y en a pas beaucoup qui diront le contraire, quoi. Et je me pose la question de savoir, en fait, c'est quoi ce coureur? C'est quoi cette spécialité? Parce que là, on est vraiment en train de se chercher. On pensait un peu plus les sprints, c'était le cas sur le Giro. Bon là, ça a été compliqué, on l'a vu. Mais derrière, il fait à travers le Hagland, c'est le boulot monstrueux. Franchement, c'est abusé. Puis après, le lendemain, je me dis, ouais, c'est plutôt un Flandrien, un Classic Man, etc. Finalement, il va se retrouver là-dedans. Puis il tape Philipsen le lendemain au sprint. Donc je ne sais même plus où le mettre en fait. Yves Lampard, Yves Lampard, je le compare à Tom Boonen. Il l'a dit. On je ne sais plus si c'était avant ou après l'Omloop. Il l'avait dit. Il y a du Tom Boonen chez ce mec. Il avait dit. On adore. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Yves Lampard. Ça, on veut bien. C'est ça. Et en plus, il a un talent en plus, c'est que c'est un formidable TikToker avec Orlan. C'est super. Ça, enfin, il a toutes les qualités. Oh là là, qu'est-ce qu'on s'amuse quand on est français quand même. C'est magnifique. Alors pour ma part, j'ai hésité. Il y avait la fin du projet de One Cycling, mais bon, ça, on n'en parle pas parce que il y avait des gros ronds de l'Arabie Saoudite. Je maîtrise pas assez le sujet. En tout cas, ça a l'air d'être abandonné cette histoire. J'ai l'impression. C'est pas encore, peut-être pas. Oui, en tout cas, c'est. Il a dit non. À voir maintenant si One Cycling, ce qui est à la tête de One Cycling va mettre, on va dire, un peu d'eau dans son vin pour arrondir les angles et essayer de créer des courses à eux. C'est le seul enjeu maintenant. Sinon, non, effectivement, la Super League comme au foot. Super League du vélo est tombée à l'eau. Ouais, avec de l'argent, évidemment. C'est toujours comme ça qu'on a réussi à mettre en place des projets en ce moment. L'idée de mettre en 2027 des points aussi pour toutes les disciplines, ça c'était sympa. On avait adoré avec Type de voir ça. Donc quand je dis les autres disciplines, c'est cyclocross, VTT, etc. De mettre des points et de faire une espèce de classement global. Pas très très fan de ma part, mais bon, après je suis peut-être un vieux con. Non, je voulais parler du Tour de Suisse féminin. Aussi. Ouais, non, mais c'est juste par rapport à ça, c'est que je me dis, déjà on voit pas beaucoup Mathieu Van Der Poel. Si en plus il gagne des points ailleurs, non, j'ai pris cet exemple-là. Mais ouais, je sais pas. Steve Chenel notamment sur les réseaux n'était pas d'accord et avait bien aimé cette idée. Donc dites-nous en commentaire si vous aimez bien cette idée soumise par l'UCI. Du coup, je crois que c'est ça. Tour de Suisse féminin, juste parce qu'on a vu Marlène Rosser qui était une simple rouleuse, une coéquipière modèle qui est passée chez Movistar et qui est en train d'écraser la concurrence, en tout cas qui l'a écrasée sur le Tour de Suisse féminin. Notamment, il y avait Demi Vollering. Elle a battu Demi Vollering, son ancienne coéquipière. Encore une fois, on a vu beaucoup de choses. On a parlé de Ferrand Prévost avant. Ça va être une nouvelle personne pour aller chercher, pourquoi pas, une victoire sur le Tour de France. Et Type, tu le disais, quand il y a du spectacle, c'est magnifique. Quand c'est homogène comme ça, on va se régaler. Tu vois, bon, il y a une première partie de juillet, ça va être plus compliqué pour le suspense, a priori. Mais après, peut-être que tu en auras fin juillet, début août. Ça sera parfait pour toi. Non, ça n'a pas l'air de te faire sourire. Ah si. Oui, non, mais franchement, l'année Ah. dernière, t'avais le choix entre 2 Tours de France. Honnêtement, le Tour de France féminin, on a pris notre pied. Ça, c'est clair. Et là, cette année, ça va être le même leitmotiv. Honnêtement, à choisir entre les 2 Tours de France en matière de spectacle et peut-être d'incertitude, t'en auras beaucoup plus sur le Tour de France féminin que sur le Tour de France masculin. Évidemment. Avec tout le respect que j'ai pour Jonas Vingegaard, mais honnêtement, Jonas Vingegaard, il nous a déjà montré par le passé que sur le critérium du Dauphiné, oui, il pouvait augmenter son niveau sur le Tour de France, mais pas de manière aussi significative que Tadej Pogačar ne l'a fait par le passé. Donc, on tu verra. sais, moi j'ai vu un chrono à Combloux une fois, gagné par un mec qui n'avait pas forcément beaucoup de capacité en chrono, donc bon, je m'attends à tout. On a revu Combloux aussi, non. on a revu Combloux dernièrement, c'est bizarre parce que j'ai vu autre chose, mais bon... Ouais, mais Combloux, c'est 2 salles de ambiance. Ouais, mais remets en perspective le Dauphiné qu'avait fait Jonas Vingegaard. Honnêtement, en termes que ce soit de visuel et de chiffres, il n'était pas non plus à des années-lumière de son Tour de France 2023. Et c'est là où en fait le bas blesse avec Jonas Vingegaard, c'est que il a déjà du retard sur Tadej Pogačar. Va falloir qu'il comble un gap énorme. Alors qu'on sait que Tadej Pogačar, lui, va aussi augmenter son niveau. Donc là, ça paraît compliqué en 2 semaines de pouvoir corriger le tir. Il peut encore l'augmenter, mais je crois qu'il était... Non, ok. Très bien. On passe à Romain Bardet, parce que quand même, c'est l'actu du jour, Romain Bardet. Allez mon petit, on en remet là, on en remet.
Romain Bardet, notre Français qui a donc terminé sa carrière tout à l'heure après la dernière étape du Critérium du Dauphiné. On le retrouvera notamment en tant que consultant sur Eurosport. Romain Bardet qui aurait quand même marqué une génération de supporters, de spectateurs français, j'imagine, d'autres aussi, il n'y a pas que les Français. Pour rappel, pour ceux qui viennent de se réveiller, Romain Bardet, c'est quand même 2 podiums du Tour. Je sais que c'est assez lointain, mais c'est le cas. Médaille d'argent en Mondial d'Innsbruck, des belles places sur les monuments. On a 2 podiums sur Liège-Bastogne-Liège notamment. Des victoires d'étape sur le Tour et la Vuelta. Beaucoup de poisse, on va pas se mentir, un peu de malchance, mais finalement, on va commencer par toi, Thib. Qu'est-ce que tu retiens de la carrière de Romain Bardet ? Qu'est-ce que là, maintenant que c'est terminé, de ce qu'il a pu faire pour toi, qu'est-ce que tu as comme souvenir ? Qu'est-ce que tu retiens en premier ? En premier, Ouais. le 22 juillet 2016, Saint-Gervais-Mont-Blanc. Honnêtement, Et cette descente fantastique avec Michael Cherel, ouais. C'est le momentum de sa carrière, c'est l'image que moi je retiens au moins parce que c'est une image qui m'a fait grandir avec Romain Bardet, c'est une image qui m'a fait vibrer et c'est un peu le résumé de sa carrière, le résumé de son début, le résumé de sa fin de carrière. C'est un Bardet qui est offensif, c'est un Bardet qui est grimpeur et c'est un Bardet qui a toujours été en compagnie de ses coéquipiers et qui a su les transcender. Ouais, c'est ce qui te reste en tout cas. C'est vrai que Romain Bardet, alors pour avoir regardé un petit peu ses stats, etc., parce que il y avait aussi notamment un article de l'équipe qui montrait à quel point c'était un coureur influent, mais c'est pas non plus quelqu'un qui il a jamais par exemple gagné une course par étape World Tour, voilà, alors que pourtant il a marqué quand même en termes de coureur de grand tour ces 10-15 dernières années. C'est assez particulier de savoir où le mettre, parce que nous Français évidemment on a eu très peu de choses, donc on le met tout en haut, mais bon, je vous poserai d'ailleurs la question, où est-ce que vous le mettez à ce niveau-là. Samuel, qu'est-ce que tu retiens de Romain Bardet ? Peut-être c'est plus récent pour toi, non ? Ouais, moi, Bardet, en fait, ça représente vraiment, on va dire, il fait partie du quatuor de génies du vélo qui sont composés donc de Démare, Bouhanni, Pinot et Bardet. Voilà, pour moi, c'est ça parce que j'ai commencé à réellement vraiment suivre le cyclisme en 2008, puis surtout 2010-2011. Et donc, en fait, c'est à ce moment-là qu'il est arrivé, il a tout pété. Le premier souvenir que j'ai de lui, c'est sur le Tour 2013, quand il est premier français. Je découvre son nom dans l'équipe, j'étais en colonie de vacances à ce moment-là. Après l'abandon de Perrault, je découvre que c'est lui le premier français. Et ensuite, après la confirmation, l'année d'après, avec le maillot blanc qu'il a quasiment porté jusqu'au bout et que Pinot a ramené à Paris. Puis après, tu as cité tout à l'heure la Tibes Saint-Gervais-Mont-Blanc. Moi, c'est l'étape en 2015. C'était exceptionnel. Après les lacets de Montvernier, le petit mano à mano avec Pierre Roland, c'était quelque chose. J'étais dans un bar. Alors mes parents, voilà, je raconte un peu ma vie. Mais on est là pour ça. On était parti en Irlande et j'ai vu la victoire du coup de Bardet à Galway, dans un bar à Galway, et c'était exceptionnel. Voilà, c'est ça que ça représente pour moi. Ça a été vraiment pareil, un passage, on va dire, d'enfant à adolescent. Un peu plus qu'enfant, mais voilà, ce grand passage de l'adolescence, ça représente mon collège. Moi, les premières années Romain Bardet, c'était exceptionnel. C'est exceptionnel et ça se termine ce soir et voilà, et un petit pincement au cœur du coup quand même. Ouais. Et toi, est-ce qu'il a fait partie de ces coureurs qui t'ont donné envie de suivre le vélo ? Parce que je dis ça, on a eu quand même beaucoup de ferveur pour Thibaut Pinot qui est son contemporain, voilà, et donc du coup, Bardet était toujours un petit peu dans cette ombre-là. Je parle en termes de popularité, attention, pas en termes de niveau, on peut en parler derrière, mais bon, bref. Est-ce que lui a fait partie d'eux ou c'était juste, voilà, c'était un Français qui arrivait devant et finalement pas plus que ça, c'est pas lui qui t'a rendu fou de vélo, quoi ? Non, il y en avait déjà avant. Je pense que les gens comme moi qui sont nés juste avant les années 2000 ont été piqués par la Vauclair Mania et la Roland Mania. Ouais. Mais après, lui, ça a été la continuité de tout ça. Il fallait un fusible pour aider à ce que nous, notre génération, s'accroche au cyclisme, justement. Et c'est vrai que l'arrivée de Bardet, c'est un peu plus tardif, on va dire. Mais par exemple, je me souviens, avec mes potes dans la cour du lycée, l'attente autour du Tour de France 2017. Ouah, quand même, fallait être là, quoi. C'était vraiment, on y croyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, c'est vrai que ça a aidé à prendre conscience que oui, que les Français peuvent gagner des grosses courses, que les Français peuvent être favoris, tout simplement, aussi d'une épreuve comme le Tour de France. Peut-être pas le grand favori, mais le numéro 2, le numéro 3. Et Romain Bardet a joué ce rôle-là, on va dire, légèrement avant Pinot, parce que Pinot, du coup, était sur le Giro et plus tard a pu tenter sa chance sur le Tour de France. Je pense notamment à 2019 ou 2020. Mais Romain Bardet a clairement été, on va dire, ce fusible qui a fait que
que en fait le cyclisme continue au-delà de Robcar. Ouais, non mais moi, ce qui m'a marqué de Romain Bardet, la première chose, c'est, alors vous parlez de 2016 tout à l'heure, moi c'est 2017, c'est cette victoire à Péragude, parce que c'était la première fois, il faut se rendre compte un petit peu pour ceux qui sont aussi anciens que moi, donc nés dans les années 90. Bon, on a eu Thomas Vauclair, c'est clair, quatrième du Tour de France, mais vraiment, on n'a jamais cru qu'il allait le gagner, parce qu'on savait que le niveau des autres était quand même supérieur. On n'a jamais eu non plus un grand coureur de 2 courses par étape dans cette période-là. C'était le premier à tutoyer ce sommet-là. Moi, à Péragude, en haut de Péragude, quand il gagne, il a quelques secondes de Christopher Froome et de Fabio Aru, oui, Fabio Aru à l'époque. Je me suis dit, il peut le gagner. Et derrière, à chaque fois, sur les étapes de montagne, il a tenté plusieurs fois de le décrocher. Il faut se rendre compte quand même qu'on n'avait jamais connu ça pour ma génération. Donc c'est ça qui m'a un petit peu marqué. Il y a aussi deuxième chose et qui a marqué beaucoup les supporters qui sont un peu plus jeunes d'ailleurs, qui sont les nouveaux supporters de cyclisme, c'est cet abandon sur le Giro 2022. Où il est quand même bien parti, il est tout près de gagner une étape d'ailleurs, il se fait battre par Jay Hindley sur la ligne, et on sentait que là il y avait moyen qu'il aille chercher son grand tour, et je sais que ça a beaucoup marqué, comme l'abandon de Pinot en 2019 évidemment. C'est les choses qui m'ont plutôt marqué. Thibaut, pour continuer sur cette popularité juste, c'est vrai que Romain Bardet, c'est pas la même ferveur, je le disais tout à l'heure, que Thibaut Pinot. Toi, il t'a plus touché par exemple que Pinot, par exemple, moins touché. Comment tu le sentais un petit peu? C'était quoi ton affection ou pas pour Romain Bardet? Moins d'affection de Thibaut Pinot, mais c'est parce que les personnages sont totalement différents. Thibaut Pinot est beaucoup plus expressif, Thibaut Pinot est beaucoup plus dans l'émotion. Romain Bardet, il est vecteur d'émotion par ses actions, mais pas par la personne qu'il est. Parce que on va le voir peut-être un peu plus froid et Ouais, pragmatique c'est ça, c'est dans le sa coureur qui va avec. course. Il est, ouais, il- il a cette posture un peu plus intellectuelle de la course, on va dire. Et c'est ça aussi qui Et a ça se voit marqué. Ouais. aussi dans ses proses de l'équipe, hein, où il pose peut-être un peu trop les mots et il se lâche peut-être pas assez. Ouais, ouais, mais après, ça fait partie du personnage. On le sait depuis le début. Tu avais quelqu'un qui était très sentimental. Thibaut Pinot et Romain Bardet, c'était vraiment un peu plus le robot pour prendre l'exemple, le contre-exemple. Mais c'est pas le cas. Hein. Romain Bardet ne l'est pas. On l'a vu aussi combatif plein de fois. Il fait deuxième de Liège-Bastogne-Liège il n'y a pas très longtemps. Il n'a jamais lâché, il a eu un petit creux dans les années 2020, et là il est revenu, ce maillot jaune surtout, je pense aussi pour les plus jeunes, ce maillot jaune de Romain Bardet, c'est fantastique de le voir arriver à ce niveau-là, juste un peu déçu de ne pas avoir vu une victoire d'étape sur le Giro, personnellement, et pour lui je suppose, mais voilà, donc il fallait qu'on fasse quelque chose autour de Romain Bardet, qui a quand même failli gagner aussi un mondial. Il faut se rendre compte quand même que c'était vraiment le mec qui était tout près de remporter quelque chose de grand, et pour l'instant on a... Est-ce que tu peux ne pas remuer le couteau dans Non, la mais plaie, s'il te plaît? je dis juste que voilà, c'est vraiment celui qui a tutoyé les sommets. Certes, c'est pas non plus un J'y Remco, un croyais truc comme ça tellement. comme les Belges ont, ou des Valverde pour les Espagnols par exemple, mais c'est ce qui se rapprochait et c'est ce qui faisait de mieux à ce moment-là. Donc voilà pourquoi il a marqué cette génération. Question, il faut bien faire ça. Le Dauphiné aussi, juste je me permets de le rajouter, mais il y a eu 20 secondes du Dauphiné de Froome sur le Dauphiné 2016. S'il n'était pas pris le chou Mm. avec Pinot dans Ah le bah final ça, de cette étape, c'était l'étape du samedi. je crois que c'est Saint-Gervais, je crois, On- je sais plus. Ouais, bon bref. c'est à Saint-Gervais en plus. Je suis pas sûr, mais de mémoire, je l'ai comme ça. Ça me vient comme ça, mais je dis peut-être une bêtise. Peut-être dans le chat vous avez, mais bon. Parce que ce jour-là, un Français a gagné une étape, mais le cyclisme français a perdu beaucoup plus. Ouais, c'est vrai que les deux, on a l'impression, en plus, c'était vraiment un duel entre les deux. Question, au niveau du classement, vous le mettez où? Le classement, ça peut prendre en compte aussi le palmarès, la popularité. Je vais vous donner quelques coureurs, peut-être qu'après vous en avez d'autres devant, etc. Mais est-ce qu'on le classe devant Alaphilippe, par exemple? Par rapport, je dis ça parce que Alaphilippe, par rapport à la durée, Bardet a duré. Devant un Thibaut Pinot, Desmar, Chavanel, Vauclair, j'essaie de trouver des coureurs comme ça. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi? Il est du 21e siècle. C'est top 5, top 10, autour du top 5 peut-être? Il y a le père. C'est même pas. C'est terrible, hein, parce que moi, il va y avoir le palmarès, c'est vrai. Il y a le vecteur d'émotion.
Il y a le ressenti, honnêtement. Enfin, tu vas mettre des Vauclair, des Roland en termes d'émotion qui Ah, vont être Roland, je l'ai pas légèrement mis. au-dessus. Thibaut Pinot, tu l'as cité à la Philippe. Et puis, en termes de palmarès, derrière, tu peux mettre aussi des sprinters qui se sont bien exprimés. Boigny, tu Desmar, mets Boigny. devant. Ah, je mettrais pas Boigny devant, Hmm. mais c'est pareil, c'est par rapport au personnage où voilà, il y avait plus de ferveur derrière un Bardet que derrière un Boigny, mais bon, après c'est ouais, donc autour du top 5, 7, 6, 7, 8 Fond quoi. top C'est 10, ouais. hein. Ouais, ouais, Moi, aïe, je le aïe. mets fond top OK. 10. Bah écoute, Je pense aussi. C'était. Malheureusement, je pense aussi. c'est un classement subjectif. Aussi ouais, Il- Samuel, tu mets tous ces coureurs-là qui ont Ouais. été cités devant, ouais. Ah, c'est quand tu vois tous les grands noms qu'il y a, parce que bien sûr, l'aspect sportif, on peut pas passer outre. Hein. Et déjà, rien que la comparaison avec Pinot a le Tour de Lombardie. Voilà, pour moi, déjà, Ouais, rien mais que ça, deux podiums du tu es Tour, c'est obligé. ça qu'on non, ça compte pas pour vous, Ouais, c'est ouais, t'as les podiums du Tour, mais bon, au final, c'est Pierre-Luc Périchon qui l'avait dit, j'ai fini quatrième d'une étape du Tour, mais qui va s'en souvenir à part ma mère. ah bah ça. C'est vrai que nous, on s'en souvient parce que du coup, comme on l'a dit, les podiums de Bardet sont arrivés à un moment où nous, Français, de notre génération, on n'avait jamais vu quasiment un podium sur le Tour de France. Mais qui te dit que dans 50 ans, on se souviendra de la seconde place, surtout de la troisième place de Romain Bardet, Ouais, en quoi. 2017, ouais. Et j'étais en train de me faire dans ma tête une comparaison avec un étranger. Henrik Mas est venu comme d'habitude assez vite. Non, de voir dans un autre pays quel pourrait être le coureur. C'est dur, hein, c'est pas facile, hein, mine de rien. Quelqu'un qui a été très haut mais qui n'a pas gagné. Voilà, en gros, enfin. Landa, Landa, ouais, peut-être. Landa, ouais. c'est-à-dire qu'en Espagne, Landa au XXIe siècle, il est très loin parce que vu ce qu'ils ont eu, c'est vrai que c'est ouais, Landa, ça peut être pas mal. Non, Tib, non? Tu trouves dur avec Ouais, Landa? non, mais non, mais si, je suis d'accord, parce qu'après, si tu te concentres sur le Pays Basque, bon, ok, d'accord, mais si tu te concentres sur toute l'Espagne, c'est vrai que Landa, enfin, c'est un coureur qui véhicule des émotions, mais ouais, peut-être que si tu le mets dans un classement, c'est à peu près similaire avec Ok. Romain Bardet, quoi. Très bien. Bah, dites-nous en tout cas en commentaire ce que vous en pensez, vos souvenirs Après, avec Romain l'aspect Bardet. émotionnel est quand même beaucoup Oui, plus intense du côté de Landa. C'est pour ça où il y a un petit truc qui me fait, mais si je dois classer les Espagnols, oh putain, Landa, c'est pas le mec que je vais classer dans le top 5, quoi, du ok. À une 21e année siècle. 2015 près, ce Ouais, serait ouais, très haut, mais c'est pas le cas. ouais. Du coup, lâchez-vous en commentaire. Rappelez-nous vos grands moments avec Romain Bardet et tout, qui mérite bien donc cette retraite, même s'il n'a pas terminé avec le vélo, je le disais. Et d'ailleurs, on n'en a pas fini avec Romain Bardet. C'est l'heure du quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est. Ah, j'étais obligé de faire un quiz Romain Bardet. Est-ce que vous connaissez bien votre Romain Bardet? Je suis sûr dans le chat, il y a des fans de Romain Oula. Bardet et vous allez vous faire plier en deux. Heureusement, il y a le décalage pour vous qui fait que vous avez une petite chance. Alors, il y a du chiffre, Petite. il y a des étapes, il y a tout. Enfin, voilà, il va falloir. J'ai pas été hyper dur. Voilà. Pour pas. Évidemment, on ne connaît pas tous les lieux de victoire de Romain Bardet, mais bon, je pense que vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, je vais vous poser la première question. Vous avez le droit qu'à une seule proposition. C'est évidemment celui qui est le plus proche qui remporte ou celui qui a bon, évidemment. Dans le chat, c'est pareil, je vous le dis bien. Vous n'avez le droit qu'à une seule, on va dire 3 propositions pour l'ensemble. S'il vous plaît, ne dites pas de bêtises parce que sinon, c'est terminé pour vous. Je vous élimine. Alors, première question. Et quelle est la première année chez les professionnels pour Romain Bardet? En quelle année est-il arrivé dans les professionnels, dans les rangs professionnels? 2012. 2012, Tib, c'est une bonne réponse. C'est un point pour toi. J'avais pris un calepin pour noter les points, justement. Hop là, c'est juste là. Tib, tu marques ton premier point. Deuxième question. La première victoire de Romain Bardet, où est-ce? Tour de l'Ain. Tour de l'Ain, c'est une bonne réponse. On en a parlé tout à l'heure. Bravo Samuel. 2013. Tour de l'Ain. 2013, en effet, en plus, tu avais l'année. Ah, vous êtes bon sur Romain Bardet. Hein. Troisième question. Combien Romain Bardet a-t-il de victoires en pro? 13. Total. Le plus proche gagne. Vous en dites qu'un seul, c'est 13. Le plus proche gagne. Tib. Je joue au jeu du chat et de la souris, allez, 15. 15 pour toi, 13 pour Samuel. Je laisse quelques petites secondes au chat, ou alors je donnerai le 17, on me dit.
Très bien, 17. J'attends de voir s'il y a d'autres propositions. Ah, mais il y a les classements généraux compris et tout. Vous allez voir, je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il faut qu'on avance quand même. Romain Bardet n'a remporté que 11 victoires. C'est donc un point pour Samuel à ce moment-là. 11 victoires chez les professionnels. Et justement, combien de victoires d'étapes sur le Tour de France? Une seule proposition, réfléchissez bien. Sinon après, c'est mort. 3, oui. On dit 3. Thibaut, tu m'as dit combien? J'ai dit 3. Je suis le premier à avoir dit 3. Ouais, t'es tout le premier. Le tout premier. Ouais, mais je vous donnerai un point tous les deux si vous avez bon. Mais seulement si vous aviez bon, puisqu'il en a complètement 4. Quentin Yvi qui le donne dans le chat, il en a 4. Vous avez peut-être oublié celle de 2024. J'en ai oublié une. Celle de 2024. La plus récente. Il a gagné en 2015, 2016, 2017 et ensuite évidemment en 2024. Et j'avoue, en fait, on oublie sa victoire avec le maillot jaune. Moi aussi, pareil, de mémoire, j'avais dit 3. Et après, je me suis dit, mais oui, il a gagné. Oui. Donc, un point pour le chat. 5e question. Amoureux du Giro, son meilleur classement général. Une seule proposition. Sur le Giro. Eh ouais, c'est pas facile. Hein. 15e. 8e. 15e, 8e. Je vais attendre encore une fois quelques secondes. Je permets au chat de pouvoir vous battre, évidemment, puisque donc Romain Bardet a fait pour vous aider, évidemment. Alors, je suis en train de regarder combien de fois il a fait le Giro. Il est venu sur le tard, d'ailleurs. 1, 2, 3, 4 Giro. Et le premier à partir de 2021. Pas de bonne réponse du côté du chat. C'est une 7e place en 2021. Je donne le point. 7e en 2021. 7e place en 2021, l'année Egan Bernal, si ma mémoire est bonne. Pas loin. Et l'année où il fait notamment une échappée avec Caruso. Voilà. Étape, pardon. Question la plus difficile. Quel est le point commun entre lui, qui a commencé chez AG2R, et Paul Sexas, qui a aussi commencé chez Decathlon AG2R? Il y a un point commun. Ils sont d'Auvergne. Alors non, ce n'est pas ça. Même si un Lyonnais et du coup du côté de l'Auvergne plus. Elle est vraiment dire. Ils sont tous les deux issus du centre de formation AG2R. Vous allez voir, c'est plus difficile. Celle-là, elle est un peu bonus entre guillemets. C'est leur taille. Tous les deux, non, ont été échappés sur leur première course pro. Non, ils ont tous les deux été échappés sur leur première course pro. Sachez que Romain Bardet, en 2012, quand il est arrivé chez les professionnels, il s'échappe sur le Grand Prix La Marseillaise et il termine dans le top 15. Paul Sexas, la même chose, il s'est échappé, il termine un peu plus, je crois, dans le top 10. Voilà, le point commun. J'ai remarqué ça en lisant un petit peu, en lisant la bio de Romain Bardet. C'est magnifique. 7e question. Après le Tour de l'Ain 2013, quelle est l'unique course par étape remporté par Romain Bardet? Il n'en a gagné que 2 dans sa carrière. Le Tour des Alpes, c'est une bonne réponse en 2022. Il n'en a gagné que 2, Romain Bardet. C'est ça aussi, c'est pour ça que je ne voulais pas trop vous le dire, mais Romain Bardet non plus, 2 courses par étape dans une carrière aussi longue, aussi forte. C'est pour ça que des fois, vous le mettez un peu plus bas. 8e question. Il a participé à tous les monuments, sauf un. Lequel? Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est une bonne réponse, assez classique, Samuel, évidemment. Il a fait Milan-San Remo 2 fois, le Tour des Flandres une seule fois. Rapide. Et Paris-Roubaix, le seul qu'il n'a pas... le seul où il n'a pas été présent. 9e question. Romain Bardet a participé à 11 Tours de France. C'est la course où il a le plus de participation dans sa carrière, avec une autre course. Laquelle? 2 courses où il a participé à 11 reprises. Liège-Bastogne-Liège. Liège-Bastogne-Liège. Thib. C'est une bonne réponse. 11 participations aussi sur Liège-Bastogne-Liège. Et c'est autant que le Tour de France. 10 pour la classique Ardèche. Je ne sais pas, la dénomination a changé. Mais il a gagné même. La faune Ardèche. La faune Ardèche, l'a gagné. Du coup, 10 participations, c'est sa 3e course préférée. Dernière question. 3 points pour Thib. Le chat, vous êtes éliminé. Très mauvais depuis le début sur votre Romain Bardet. 3 points pour Thib, 4 points pour Samuel. Vous savez, je vais faire comme Jérémy, la dernière réponse. Vous fait remporter la totalité de ce quiz. Romain Bardet a donc terminé son histoire sur le critérium du Dauphiné. Quelle est sa meilleure place au général sur cette course? 2e. 2e. C'est une bonne réponse, Samuel. Tu l'avais tout à l'heure. Et j'ai une question bonus pour toi. Une question bonus pour toi. Combien de top 10 a-t-il réalisé sur le critérium de Dauphiné? Top 10 au général.
avec, j'ai pas le nombre de participations, pardon, je peux peut-être vous le chercher si vous voulez. Tac, tac, tac. 7. 7 top 10, c'est une bonne réponse. Il a en effet 7 top 10, c'est fou. Bravo. 7 top 10 en carrière sur le Critérium du Dauphiné au général. Beau Mais duel. ça ne te permettra pas, évidemment, de Ouais, mais remporter c'était un beau duel. ce quiz. C'était un super duel. C'était sympa d'avoir fini sur ce quiz sur Romain Bardet. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va finir. Merci, messieurs. Ah oui, pour le Dauphiné, hein, je voulais faire le petit débrief des paris. Attendez, très rapidement. Donc, pour le Dauphiné... Ah bah attends, je vais me Milipovic. péter quelques côtes. Hein. Ouais, t'as Lipovic. Non, mais pour le Dauphiné, Lipovic, t'avais mis, ce serait le premier des autres. Tu as eu raison. Donc c'est bon. Et après, on avait ouais. Et en plus, tu fais le doublé parce qu'on avait dit est-ce que Bardet va remporter une étape sur le Critérium du Dauphiné avant de partir en retraite. Tu avais aussi dit non. Et moi, j'avais dit oui. Malheureusement, et j'avais dit non. Henrik Mas. J'avais dit. Et voilà, j'étais très mauvais. Et donc, on se retrouvera. C'est le nouveau Jack Egg, en Ouais. fait, Henrik Mas. On se retrouvera alors soit juste avant le Tour de France, soit après les championnats de France. On n'a pas encore le programme exactement, mais en tout cas, on vous retrouve à chaque fois avec plaisir. Merci encore d'avoir été nombreux avec nous pour participer tout au long de l'émission. Vous pouvez nous écouter bien sûr sur toutes les plateformes en replay sur YouTube. Voilà. Merci à Tib, merci à Samuel d'être là avec nous. Bon appétit, j'ai envie de dire maintenant, parce que c'est l'heure. À part si vous nous écoutez un peu plus tard, mais bon. Sinon, c'est bon appétit. Salut tout le monde. Allez, Salut, bonne soirée.